Bonsoir à tous, il est 20h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 4 novembre. À la une ce soir, un festival des pas de danse, la tradition, l'Adaye Kessié à Tabagne, le vice-président au cœur donc du royaume Bron. C'est la culture Bron dans toutes ses dimensions à Tabagne, dans le département de Transua, les temps forts dans ce 20h. Et dans ce 20h également, le processus d'intronisation d'un roi. Après le deuil de feu Djarakoroni II, le nouveau roi de Bouna a été installé il y a une semaine. Comment il a été intronisé? La rédaction revient sur tout le processus dans cette édition. Et les nouvelles ne sont toujours pas guères. Non loin de Bouna, Fekessédougou, avec cette découverte macabre ce dimanche. Un individu appréhendé avec en sa possession une tête humaine. Retour sur les faits dans ce journal. Et enfin, Jean Ping rompt le silence pour appeler au rassemblement. Il a livré son message dans un décor très solennel et selon lui, en sa qualité de président de la République élu. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On part directement à Tabagne pour célébrer la culture Bron dans toutes ses dimensions. Tabagne, c'est dans le département de Transua. L'Adaye Kessié a été célébrée donc en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les temps forts avec Serge Kolia. Le Kété et le Bento, deux danses à la gestuelle gracieuse. Deux rythmes qui symbolisent la noblesse royale en pays Bron. C'est le plateau artistique qui a été choisi pour accueillir le vice-président, invité de marque de l'Adaye Kessié 2018. Daniel Kablan-Duncan et les autres invités bien installés, la parade des chefs peut commencer. Les princes des 5 provinces, membres du gouvernement Bron, les chefs de canton et des villages étalent la richesse culturelle de ce peuple dont les ramifications s'étendent jusqu'au Ghana voisin. Les 37 alliés du royaume sont également de la partie. L'Adaye Kessié met cette année les alliances interethniques en avant, comme le témoigne ce discours du porte-parole du royaume, interrompu par les autres alliés à Caen. Chers alliés du peuple baoulé, Agni. Qui t'a donné permission? Tu as demandé permission à qui? Mais toi-même, tu es qui même? Nous sommes les Akans qui vous commandent. Toi, esclave du Moronou, tu viens voir maintenir? Tu peux m'interrompre? On peut vous interrompre à tout moment. C'est pas possible. Si tu veux, nous allons devant le roi. Même le vice-président ne peut pas m'arrêter. Après un conciliabule, dans la pure tradition, l'entente revient. Moment choisi par les différents intervenants pour saluer cette tribune qui garde intactes les valeurs culturelles et patrimoniales Bron. Le vice-président se félicite de la renaissance de l'Adaye Kessié après 31 ans de silence. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers parents du royaume Bron, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a demandé de vous traduire à la fois sa fierté et sa solidarité pour cette manifestation qu'il soutient hautement. Puisant aux sources profondes et séculaires du riche patrimoine Bron, l'Adaye Kessié représente une part significative de l'héritage civilisationnel et culturel du peuple Bron. Je voudrais surtout me féliciter de ce que, par-delà son aspect festif, l'Adaye Kessié soit un véritable facteur de consolidation de la paix, la cohésion sociale et en un mot du vivre ensemble. La vie du royaume Bron est marquée par l'Adaye, qui est le tout premier conseil de l'année. L'Adaye réunit tout le royaume Bron autour de son roi et traite des affaires économiques, sécuritaires et judiciaires. L'Adaye Kessié se tient 12 jours après la fête de l'Ignam. Et on ira dans ce journal à Fekessédougou, loin de Bouna, mais avant Transua. Là, nous allons marquer une pause pour parler du processus d'intronisation d'un roi. Après le deuil de feu Djarakoroni II, le nouveau roi de Bouna a été installé il y a une semaine. Son nom, Niguel Bliman, entendez le fer qui est lourd. Tout le processus d'intronisation du nouveau roi dans ce dossier signé Eugène Atoubé.
C'est lors des grands événements comme ici, l'intronisation du nouveau roi de Bouna, que le Bento fait son apparition en public. Le Bento, danse royale, exprime aux hôtes du royaume les mots de bienvenue du roi et sa notabilité. Le ton est toujours solennel et majestueux. Un spectacle dont le public se délecte à l'envi. Mais avant l'entrée en scène du Bento, plusieurs autres danses de la région y trouvent le lieu de leur expression. S'il y a décès, on dit à Noz, le roi, il arrive à déléguer les gens qui vont aller aux funérailles pour le nom de Bunkani. La manière dont on se côtoie, on sait que ça va, l'ensemble comme c'était avant. Nous sommes un peuple allié à celui de Bouna, à celui de Kong, mais la grande contribution, c'est notre présence physique. Les Brons, partout où nous allons, nous essayons vraiment de nous illustrer à travers nos danses. Pendant que les danses se succèdent, le futur roi se prépare au rituel de la prise du pouvoir avec les dignitaires de la cour. Ce sont les notables du roi défunt et ceux du roi de Yalo qui sont chargés de cette préparation. Tout se passe dans la cour du disparu. Fait notable, c'est le roi de Yalo qui est chargé d'assurer l'intérim pendant 90 jours, mais il est interdit de trône à Bouna, car intérimaire à vie, exigence de la tradition. Quand Bao est allé créer son village, qu'on appelle Yalo, pour se venger sur ses frères, qui sont Gago, Piaware et Kunga, leur mère lui a dit, lorsque un d'entre eux, les trois, mourra, il faut toi impérativement pour le traiter. On continue de pleurer Garakoroni II en même temps qu'on nourrit l'espoir de voir le nouveau roi perpétuer l'œuvre du défunt. Nous prions les dieux, les mânes et les ancêtres pour qu'ils puissent être à la hauteur, pour qu'ils puissent à tout le moins maintenir la barre là où elle est, sinon l'amener un peu plus loin. Mais nous serons à ses côtés pour lui apporter ce que nous pouvons, pour lui permettre d'aller un peu plus loin, parce que nous avons vocation à aller toujours de l'avant. En pays Koulango, le successeur d'un roi qui rejoint l'au-delà est intronisé en période de funérailles de son prédécesseur. Le jour même de son intronisation, les femmes se retrouvent au domicile du défunt roi. C'est le lieu de rassemblement pour le départ à la rivière sacrée où elles accompagnent les veuves du roi Garakoroni II. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de le pleurer. Donc, on doit aller au marigot ce matin. On appelle ça Baba. Donc, quand il y a décès, le roi meurt, c'est là-bas, on va puiser l'eau pendant 3 mois pour laver nos saletés qui sont sur nous. Cette eau, normalement, devait être cherchée à Yalo. Ils ont atténué un peu la sentence pour leur dire que vous cherchez cette eau ici, sur la route, bien sûr, de notre village. Vous gérez votre pouvoir, mais lorsque vous allez mourir, c'est moi qui vais venir vous traiter, c'est moi qui vais vous enterrer pour assurer votre intérim. Donc, cette eau dont on a besoin pour faire certains rites, vous irez chercher ça à Yalo, à pied. Quelques heures plus tard, les femmes sont de retour de la rivière sacrée. Les plus jeunes d'entre elles sont comme possédées par une force invisible. Difficile pour elles de contenir leurs émotions dans cette atmosphère de lamentation. Quant aux veuves, elles feront le tour de la palissade où est déposée la sépulture du roi défunt. Les femmes auront ainsi débarrassé l'endroit de toute souillure et de toute impureté au bénéfice du futur roi et à celui du roi défunt. Il y a 3 lignages qui se succèdent au trône. Le premier lignage, c'est le lignage Gago. Le deuxième, le lignage Piawari. Et le troisième, le lignage Kunga. Le pouvoir vient de quitter le deuxième lignage pour aller au troisième lignage. Le dispositif pour l'intronisation est prêt quand le futur roi fait son entrée à la place de la cérémonie. Surprise. Il doit faire face à une forte opposition des soldats du défunt roi, qui engagent aussitôt le combat. Mais avant de recevoir ses attributs, le futur roi est sèchement sermonné par les vassaux du roi de Yalo, qui finit son intérim avec l'intronisation.
Un moment extrêmement important et hautement significatif car le nouveau roi reçoit le résumé des attentes et préoccupations des populations, dernière volonté de son peuple avant son couronnement. Tu es installé aujourd'hui comme roi de Bouna. À compter de ce jour, tu as droit aux honneurs de ton rang. Mais en retour, à compter de ce jour, tu es comptable du bonheur comme du malheur, de l'abondance comme de la famine, de la paix comme de la guerre. Ta mission première est d'assurer la paix et la cohésion sociale au sein des populations du royaume, de toutes les populations du royaume. Dandiakere Dougou, nouveau roi de Bouna, à l'état civil, Ningue Bliman, anciennement chef de province de Niamoué, devient le 31e roi de Bouna. Le domicile du roi de Fin devient l'ancienne cour royale, inscrit désormais au rang de patrimoine du royaume. Les populations, quant à elles, attendent toujours l'achèvement du palais royal, dont les travaux sont à l'arrêt à ce jour. Dans l'actualité culturelle également, l'Abissa 2018 qui aura bel et bien lieu, ce sera le 10 novembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le comité d'organisation et les garants de la tradition Nzima Kotoko ce dimanche. Le mercredi 7 novembre aura lieu une grande cérémonie de purification de la place Abissa, après quoi suivra la cérémonie festive prévue pour le samedi 10 novembre de 16h à 18h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se rendra demain lundi 5 novembre à Oslo, en Norvège, où il prendra part à la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial. Sur place, retrouvons notre reporter Herman Guivet. Herman Guivet, bonsoir. Oui, bonsoir Delphine, nous sommes ici à Oslo, dans la capitale de la Norvège, et c'est ici que dans 48 heures exactement, se tiendra la conférence portant sur le refinancement du mécanisme mondial, en abrégé GFF pour la partie anglophone. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence se donne pour objectif de mobiliser des fonds afin de soutenir les pays qui connaissent des difficultés en matière d'orientation de leur politique sanitaire pour ce qui concerne la nutrition mère-enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, dans plus de 50 pays, environ 5 millions de personnes meurent à faute de mauvaise orientation de leur politique sanitaire. Cette conférence donne donc pour objectif de réparer, sinon d'aider à réduire ce taux de mortalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, participera à cette conférence. Avec lui, pour l'occasion, le ministre de la Santé, le docteur Aka Awele. Ce qu'il faut également savoir, c'est que des dispositions pratiques ont été prises par le comité d'organisation pour faire de cette conférence une totale réussite. Nous, ici, nous avons pu observer l'arrivée des différentes délégations. Nous avons également pu observer l'arrivée ici du président de la République du Burkina Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui nous attend fera une adresse au cours de cette conférence. Et pour finir, retenons que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive donc demain dans la matinée ici à Oslo pour prendre part à cette conférence portant sur le refinancement du mécanisme de financement mondial. Et enfin, ce qu'il faut également savoir, c'est que cette conférence se déroulera sous le regard de bailleurs de fonds importants. Il s'agit de la Banque mondiale et de la Fondation Melinda et Bill Gates. Merci Herman Guivet pour toutes ces précisions concernant la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial qui s'ouvre demain à Oslo, en Norvège. Le Premier ministre ivoirien sera donc à ce rendez-vous. Et ici à Abidjan, la RTI s'engage à renforcer la démarche qualité et satisfaire davantage ses partenaires. La radiodiffusion-télévision ivoirienne vient donc de lancer RTI Business Night, une cérémonie de distinction et de remise de prix aux partenaires et annonceurs avec Franck Quadio. Le crédit de communication, 15 millions. Prix du meilleur annonceur 2017. Les meilleurs annonceurs sponsoring, et ce, par chaîne, en tout plus d'une dizaine de distinctions. Une soirée pour célébrer le partenariat gagnant-gagnant établi entre la RTI Radiodiffusion Télévision Ivoirienne et les entreprises partenaires. La première édition de RTI Business Night, celle donc une nouvelle dynamique, celle de l'engagement du média de service public à répondre aux attentes et exigences de l'environnement concurrentiel. Une réorientation expliquée par le directeur général, car la RTI célébrait simplement le partenariat avec les annonceurs, mais pour la première fois, l'entreprise distingue les meilleurs d'entre eux.
toute une symbolique. Je souhaite vraiment que cette relation soit plus vivante parce que nous avons vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec vous et tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire grâce à vous. Et donc il s'agissait pour nous à travers ce changement, ce rebranding, de signifier le fait que nous souhaitons en tout cas passer un cap dans la relation d'affaires avec vous. Nous souhaitons que ce partenariat aille plus loin, au service bien entendu de vos intérêts, au service du développement de la RTI. Servir les intérêts des différents partenaires, la RTI dispose selon son premier responsable d'arguments solides pour installer durablement cette relation. Par exemple, l'entreprise occupe en Côte d'Ivoire la première place en programme grand public et en nombre d'auditeurs. De plus, RTI Mobile a plus de 45% de téléchargements par rapport à 2017 et RTI Distribution en pleine croissance. Des annonceurs distingués fiers donc de faire partie de l'aventure. Je tiens à dire merci à la RTI pour ce prix que nous recevons ce soir pour la première édition des awards des annonceurs sur la RTI. C'est un honneur d'être distingué meilleure agence ce soir, donc l'émotion est grande et bravo pour la suite. RTI Business Night sera donc un rendez-vous annuel pour susciter une saine émulation entre annonceurs du groupe RTI. Dans le volet santé ce soir, c'est la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à Korogo, chef-lieu de la région sanitaire du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Le ministre de la Santé recommande le dialogue pour régler les problèmes qui minent le secteur de la santé. Reportage Kader Sogodogo. Korogo, chef-lieu de la région sanitaire du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Le ministre Eugène Aka Aoulé visite différentes structures sanitaires. Première étape, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Visite de l'école et échange avec le personnel et les étudiants. Les acquis, mais surtout les points à améliorer sont au centre de la rencontre. Après l'INFAS, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique va se rendre successivement à l'Institut d'hygiène, dans une PMI, au CHR, au SAMU et enfin au Centre régional de transfusion sanguine de Korogo. Personnel médical, parents de patients, un temps a été accordé à tous pour écouter et comprendre leurs préoccupations. Une visite qui s'est achevée nuitamment et qui a été une occasion pour le premier responsable de la santé de demander à son personnel qui projette une grève de toujours donner une chance au dialogue. Depuis Korogo, chef-lieu donc de la région du Poro, je demande fraternellement aux syndicalistes de ne pas mettre à exécution ce mot d'ordre de grève. Permettez que les textes en préparation, nous puissions les présenter à son Excellence le Premier ministre. C'est ça qu'on demande. Je voudrais qu'en toute responsabilité, la Corps santé nous accorde, nous donne un peu de chance. Voyez-vous, ce problème existe depuis longtemps. Ce n'est pas en 3 mois que le ministre Aka Aoulé peut tout régler. C'est le message que je souhaite que vous transmettiez. Après Korogo, Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, se rendra dans d'autres régions, avec toujours le même objectif, un service sanitaire ivoirien performant. Et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était aussi à la pouponnière de Dabou, Yopougon et d'Adjamé. L'Iramata voulait voir les réalités de ces centres qui abritent des enfants abandonnés et en situation de handicap. Le reportage complet de Astou Touré dans nos prochaines éditions. La 36e réunion interville des clubs Rotary bientôt à Korogo. L'événement va regrouper plus de 500 Rotariens qui vont échanger sur la vision commune du Rotary Club de Côte d'Ivoire. Le point avec Doigt de Laser. Korogo, ville retenue pour abriter la 36e interville des Rotary Club de Côte d'Ivoire. Une rencontre annuelle organisée par le Rotary Club Abidjan Atlantis en vue de permettre aux différents clubs rotariens de se connaître et de partager leurs expériences dans le but d'améliorer l'impact de leurs actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement socio-économique des populations. Nous avons 27 clubs qui vont se retrouver à Korogo cette année. Les grandes actions, c'est d'abord une réunion de tous les clubs Rotary. C'est ensemble harmoniser nos points de vue. C'est d'abord aussi des formations. En plus de ça, nous aurons aussi un don de sang. Parce qu'à l'intérieur, nous constatons que les gens manquent beaucoup de sang. Nous allons profiter aussi pour découvrir Korogo, voir ses facettes, autres facettes que les gens ne voient pas de Korogo,
comme les tisserands de Waranyere. Plus de 300 cadres, décideurs et personnalités du pays, membres des clubs Rotary de Côte d'Ivoire, vont participer à cet événement qui a pour thème bâtir un développement durable pour un réel impact sur la Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les Rotariens. On sait qu'on est Rotariens, mais on peut ne pas se connaître. Le fait de se réunir tous ensemble dans un lieu pendant 2-3 jours, de toutes les villes de Côte d'Ivoire, de tous les quartiers d'Abidjan, on apprend à se connaître, on apprend à savoir qui est Rotarien, se faire de nouveaux amis, enrichir la camaraderie, de nouvelles connaissances. Le Rotary Mokorogo est un jeune club qui a été créé en 2013. Nous avons besoin des clubs qui ont plus de 20 ans, 30 ans d'expérience afin de pouvoir quand même gravir certains échelons. Les actions vont nous permettre de quand même parler du Rotary. Et parler du Rotary va permettre à certaines personnes de pouvoir quand même venir frapper à nos portes. Et ce sera à nous de les accueillir, de savoir les accueillir, les orienter et les fidéliser dans les clubs. La 36e réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire est prévue du 21 au 24 février 2019. Plusieurs actions sociales vont meubler cette activité, entre autres un don d'une pompe à motricité humaine à l'orphelinat de Korogo pour un coût global de 3 millions de francs CFA. Le site d'inscription en ligne a été présenté aux membres rotariens. On en vient au magazine de ce dimanche consacré au fonds Programme électricité pour tous. C'est un fonds mobilisé par l'État et les bailleurs de fonds pour l'électrification des zones rurales. Invité d'Alvorassa, Sissé Sabati, directeur général de l'énergie. Extrait. Ce programme donc est un programme du gouvernement voulu par le chef de l'État. Et la cible de ce programme, c'est l'ensemble du territoire national. Et les bénéficiaires, c'est les ménages donc, qui ont une puissance souscrite n'excédant pas les 5 ampères. Ensuite, il faut tout simplement payer 1 000 francs pour accéder au programme. Et puis, on a jusqu'à 10 ans pour payer donc, le reliquat. Et l'assurance que je voudrais également donner aux populations vivant dans les zones non encore électrifiées, parce qu'elles peuvent se sentir en dehors du programme, vu que le PEPT concerne les localités électrifiées, c'est de leur dire qu'elles n'ont pas à s'inquiéter. Ce programme est également le leur, étant donné que le PRONER, le programme d'électrification rurale, suit son cours. Le président a demandé que toutes les localités d'au moins 500 habitants soient électrifiées à fin 2019 et l'ensemble des localités du pays pour avant 2025. Donc, ça veut dire que les populations qui ne sont pas encore connectées aujourd'hui, donc le seront avec la mise en place progressive donc, du PRONER. Donc, c'est pour rassurer l'ensemble des populations que c'est notre programme à nous tous. Elles sont rassurées. Est-ce que jusqu'en 2025, on pourra électrifier toute la Côte d'Ivoire? C'est notre ambition et ce sont les instructions du président de la République et tout est mis en œuvre pour que nous puissions donc, réussir dans ce challenge-là. C'était là un extrait du magazine de ce dimanche, magazine consacré au fonds Programme électricité pour tous. L'actualité oblige, nous revenons sur la visite de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans les pouponnières et c'est avec Astou Touré. Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en pleine communion avec les poupons de Dabou. Ce centre accueille plus de 90 pensionnaires, dont 39 filles et 52 garçons âgés d'1 à 33 ans. Tous rejetés par leurs géniteurs après la naissance, dans des conditions difficiles et dramatiques, selon la directrice de ce centre. Ce sont ces êtres fragiles, socialement diminués, qui n'ont pas choisi leur état, que la pouponnière de Dabou a la noble mission d'accueillir et à qui elle doit assurer un épanouissement adapté à travers une prise en charge psychosociale, affective et cognitive. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou s'est spécialisée depuis 2015 comme un centre pour enfants abandonnés vivant avec un ou plusieurs handicaps. Cependant, elle a subi l'usure du temps et la réadapter est une priorité selon la numéro 1 de ce centre. Tout changement de ce genre induit inéluctablement une adaptation des locaux, du matériel, un renforcement constant des capacités du personnel de prise en charge.
Il faut réorienter la prise en charge de ces enfants vers leur autonomisation à travers des activités de formation. De Dabo à Abidjan, les difficultés rencontrées dans les pouponnières sont pratiquement les mêmes. Vétusté des centres, insuffisance des locaux et du personnel d'encadrement, insertion socio-professionnelle des pensionnaires, des maturités. Sur toutes ces questions, la ministre rassure. J'ai vu des enfants heureux, ces enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, qui ont été abandonnés par la communauté, mais qui ont retrouvé la joie de vivre grâce aux mamans substituts, grâce aux papas substituts. Et j'ai pris aussi la pleine mesure des difficultés auxquelles il faut apporter des solutions. Je m'engage à les présenter au Premier ministre et je sais que des solutions seront apportées. Une remise de kits bébés a également marqué ces différentes visites. Rappelons que la Côte d'Ivoire compte 4 pouponnières publiques et des centres privés. Dans ce 27 découverte macabre ce dimanche à Fekessédougou, un individu appréhendé avec en sa possession une tête humaine. Le meurtrier cherchait à vendre son butin lorsqu'il a été dénoncé à la gendarmerie. Reportage Kader Sogodougou. En possession de toutes ses facultés, tient dans ses mains une tête humaine. Oui, une tête humaine, celle de Amadou Bari, 19 ans, dont les parents, comme tous les matins, avaient commis à la surveillance du troupeau. Hélas, ce dimanche, il croisera les chemins de cet individu. J'étais en brousse, je l'ai vu arriver, je lui ai demandé où est-ce qu'il partait. Il a répondu qu'il faisait brouter ses bœufs. Comme j'avais besoin de crâne humain, c'est avec sa propre machette que j'ai coupé sa tête. Je ne peux pas dire qui m'a envoyé. Après son forfait, il décide d'entreprendre des démarches pour brader la tête humaine au plus offrant. Dans ces démarches, il sera dénoncé à une patrouille de gendarmerie qui n'aura aucune peine à l'arrêter aux environs du village de la Sucaf. Quelques heures plus tard, André Oka Ongoran, commandant la brigade de gendarmerie de Fekessédougou, et ses éléments vont retrouver les restes de Amadou Bari enfouis dans une termitière en pleine savane à la Gaton-Vogo, 13 km au sud de Fekessédougou. Hors de nos frontières, au Gabon, après 6 mois de silence, Jean Ping, qui se présente toujours comme le président élu du Gabon, a rompu le silence dans un message à la nation. Jean Ping a livré son message dans un décor très solennel. En ma qualité de président de la République élu, je vous invite aujourd'hui au rassemblement, a-t-il dit. L'opposant gabonais a promis de mettre sur pied une nouvelle République. Et le 7/7 de ce dimanche nous conduit en Indonésie, aux États-Unis, où Donald Trump, le président américain, envisage la suppression du droit de sol. On commence d'abord par le Niger, Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 188 personnes s'est abîmé au large des côtes peu après son décollage de Jakarta. Le président directeur général de la compagnie aérienne a expliqué que l'appareil avait subi des réparations avant son départ de Pangkal Pinang. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, près de 90 personnes sur 100 respirent un air pollué dans le monde, ce qui entraîne quelques 7 millions de décès par an, dont environ 600 000 enfants de moins de 15 ans. Donald Trump a annoncé son intention d'abolir le droit du sol. Le président américain estime ridicule que les enfants nés aux États-Unis de parents sans papier puissent disposer de la nationalité américaine. Cette décision remettrait en cause le 14e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique qui qualifie des citoyens américains tout enfant né sur le territoire. Sergio Moro, juge anticorruption au Brésil, a accepté le poste de ministre de la Justice proposé par Jair Bolsonaro, le président nouvellement élu. Ses priorités seront la lutte contre la corruption, le crime organisé, ainsi que le respect de la Constitution et des lois. C'est à huis clos, après plus de 2h30 de débat, que la décision est prise par l'Assemblée générale des magistrats. Le mouvement est suspendu après plus de 100 jours de grève. Un accord partiel a été trouvé entre syndicats et gouvernement, validé par les militants syndicaux.
Au moins 7 personnes ont été tuées et 7 blessées en Égypte dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique contre un bus transportant des fidèles chrétiens coptes, près d'un an après sa dernière attaque contre cette communauté. L'opposition nigérienne suspend sa participation faute de consensus avec les représentants du gouvernement à la révision du code électoral qu'elle conteste fortement jusqu'à nouvel ordre. Début octobre, pouvoir et opposition avaient mis sur pied un comité chargé de faire des propositions en vue d'une révision du code électoral de 2017 actuel qui constitue pour les opposants un recul grave pour le système électoral. Rappelons pour terminer en image que la BISTA 2018 aura bel et bien lieu. Ce sera le 10 novembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le comité d'organisation et les garants de la tradition Nzima Kotoko ce dimanche. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Adama Kone et Michel Mambo. Très bonne soirée à tous.